Et nous sommes de retour au plateau pour la dernière partie de cette émission. Nous abordons notre quatrième et dernier sujet. Nous parlons à présent du Togo. Après le discours sur l'état de la nation, quel changement majeur faut-il attendre? C'est notre interrogation pour parler du Togo. Le président du Conseil, Faure Gnassingbé, était face au Congrès, aux membres du Congrès, députés et sénateurs, ce mardi pour son discours sur l'état de la nation. Discours au cours duquel il est revenu sur plusieurs aspects de la politique au Togo, plusieurs engagements, plusieurs annonces, mais que faut-il retenir réellement? Qu'est-ce qu'il va réellement changer? Est-ce juste un discours ou bien que faut-il y comprendre? Nous allons essayer d'analyser tous ces contours avec nos invités. Vous le savez, pour le quatrième sujet, la parole, Espoir qui veut la prendre en premier, mais là vous êtes deux. Bon, Eric voudra bien commencer. Que faut-il retenir de ces discours discours sur l'état de la nation? Qu'est-ce qui va changer? Ou bien ce sera la même chose? Mais voilà, Eric Johnson. Allez, très bien. Je pense que le président du Conseil a fait un discours très concis, un discours qui nous permet de savoir que nous venons de rentrer évidemment dans la 5e République, parce que, comme il a dit, un changement de régime, un changement de république, quand, comme on dit chez nous, né roi 3, ou bien c'est bien ça. Donc, je pense que aujourd'hui, Faure Gnassingbé, comme on l'avait connu pendant ces 20 dernières années, il a été président de la République. Et à chaque fois, il avait un Premier ministre. Et donc, quand le Premier ministre est là, tout ce qui se passait, c'était de la responsabilité du gouvernement. Et donc, si ça ne va pas, on a l'habitude d'accuser le Premier ministre en disant, voilà, c'est lui le chef de gouvernement, c'est lui qui n'a pas donné de bonnes directives, etc., etc. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Il y aura plus de Premier ministre, même si président du Conseil, chef de gouvernement, sous-entend quand même Premier ministre, mais avec un autre rôle plus important. Il dit dans son discours qu'il ne sera plus le seul responsable devant les populations, mais la responsabilité sera partagée entre lui et les élus du peuple, à savoir les députés et les sénateurs. Ça, c'est très important à souligner parce que désormais, il dit, sous cette république ou sous ce régime parlementaire, le Parlement aura un rôle important à jouer. Ça sous-entend que toutes les lois qui seront faites par le Parlement doivent être des lois mûrement réfléchies qui doivent forcément apporter quelque chose aux populations. Vous n'allez plus être là comme une chambre d'enregistrement où le gouvernement va faire des propositions, des projets de loi et que vous allez venir voter à main levée. Mais là, vous allez étudier, réétudier, étudier encore de nouveau tout ce qui sera la loi, des lois pour la République. Cela sous-entend que vous faites des lois en pensant effectivement aux populations. Parce que vous serez comptable devant ces populations de la bonne marche de notre pays.
dans ça, qu'est-ce qui va changer? Voilà, justement. Les Togolais doivent peut-être... Voilà, justement. J'allais en venir, s'il te plaît. Parce que, vous savez, il y a dans le temps, et ça, c'est une très bonne remarque du président du Conseil. Dans le temps, nous allions au Parlement et quand on arrivait, il y a des députés qui sortaient et qui nous remettaient en même temps les documents sur les lois qui sont votées parce qu'ils n'en ont rien à foutre. Il y a des gens même qui n'attendent pas que la plénière finisse avant de jeter un peu partout ces documents. Parce que ils se disent, de toute façon, on va voter. Ils ne participent pas à l'élaboration de ces lois, ils ne participent pas au débat sur ces lois. Et je crois que ce qui va changer aujourd'hui, justement, par rapport à cela, c'est que tout élu du peuple doit se sentir concerné par les lois de la République. Et ça... Est-ce que là, il ne fallait pas leur dire ça avant qu'ils ne soient élus? Parce qu'ils sont déjà élus, Eric. Non, mais ils ont été élus pour participer à ce régime parlementaire. Donc, aujourd'hui, il faut qu'ils le sachent. Qu'ils sont comptables devant les populations de tout ce qui va se passer en termes de gestion, en termes de gouvernance. Et ça, c'est très important. De l'autre côté, il y a également les ministres. Il dit, ce gouvernement, tout gouvernement sous la Ve République, doit quand même être redevable. Et il faut une certaine reddition de comptes. Nous avons sorti un document, dans l'une de nos parutions la semaine dernière, où il était quand même question que la Cour des comptes a demandé au parquet d'intervenir dans la reddition de comptes, à savoir qu'il y a des ministères qui n'ont pas produit des documents, des rapports d'activité. Et au total, c'est un rapport qui date de 2025, mais qui a pris en compte la gestion 2023. Ils étaient 27 ministères et 7 n'ont pas déposé leur rapport à temps. Certains l'ont fait après, mais il y a 16 qui l'ont fait au bon moment et c'est sur ces rapports-là que la Cour des comptes va faire son travail pour savoir comment les fonds qui ont été attribués à ces ministères-là ont été utilisés. Est-ce que les fonds sont allés effectivement vers les projets qui ont été établis, définis par ces différents ministères? Et donc, aujourd'hui, Faure Gnassingbé insiste quand même sur la reddition des comptes. Il faut rendre compte. Et autre chose qui me paraît très importante, c'est quand même la redéfinition des projets. Faure Gnassingbé dit que chaque projet doit avoir un calendrier, un budget, un responsable et il faut forcément un suivi de tous les projets puisque nous sommes aujourd'hui dans un budget programme. Et donc, vous n'allez pas faire des projets et on va voir que ces projets-là se sont arrêtés en cours de chemin. Personne ne dit rien à personne. On se rend compte que le calendrier établi n'est pas respecté. On se rend compte que, à la fin,
des projets, il n'y a pas un rapport qui explique le pourquoi des choses. Et donc, je pense que c'est des points saillants de ce discours-là. Et comme tu as demandé, ce qui va changer. Et je crois que si cela change, vous savez, économiquement, Eric, oui, une minute, permets-moi. Économiquement, nous avons un problème dans le pays. Tout le monde dit l'argent ne circule pas. Ah ouais. Oui, l'argent ne circule pas parce que vous êtes un opérateur économique. Vous avez travaillé avec, peut-être, je dis n'importe quoi, une institution de la République. Vous déposez une facture, on prend tout le temps, parfois 2 mois, 3 mois, avant de commencer. Je ne dis pas avant de payer. Avant de commencer par payer cette facture. Ça bloque l'opérateur au niveau des banques, au niveau de toute la structure, parce qu'il y a des employés. Ceux qui ont travaillé, il faut les payer. Il y a des prêts qu'on a faits, il faut les payer à temps. Mais on se demande pourquoi prendre autant de temps pour régler une facture, ou si vous n'avez pas de moyens, n'engagez pas ces dépenses. Parce que c'est ça qui tue aujourd'hui quand même notre économie. Vous avez de grandes boîtes qui ne payent pas à temps leurs factures et l'argent ne peut changer pas. maintenant. Justement, après ce discours-là, si ça ne change pas, il faut savoir où pistonner pour que ça change. Et c'est où justement? Ah mais Eric n'est pas dans le secret des dieux. Merci beaucoup à vous, Eric Johnson, Maulolo Samson Alidja. On a tous suivi le discours sur l'état de la nation du président du Conseil. Mais finalement, la question qu'on se pose, c'est très simple. Bon, il a fait un beau discours et après, qu'est-ce qui change? Nous étions nombreux à demander un exercice de pédagogie par rapport à la Ve République. À demander que l'exécutif, le chef de l'exécutif actuel puisse venir présenter ou expliquer dans un exercice pédagogique les implications et les fondements de cette nouvelle République. Cela a pris du temps. Je pense que déjà avec ces sorties, c'est chose faite. Oui, et c'est la première fois qu'il se prononce au Togo, en tout cas. Il se prononce au Togo sur le changement de constitution et le passage à la Ve République. Je pense que c'est désormais donc chose faite et que les zones d'ombre ou les doutes ou les hésitements que beaucoup de personnes avaient sur cette forme de république, notamment à savoir si c'était la meilleure façon de protéger la démocratie ou de mettre en avant l'état de droit, sont maintenant, je ne dirais pas levés, mais éclaircis. Les mots ont été choisis avec force et ont été posés. On aimerait maintenant que ces mots-là se concrétisent par des actions concrètes. Là où, donc ce qui va changer selon moi d'abord, c'est une meilleure compréhension au niveau même de l'appareil de l'État, des changements qui sont provoqués par ce changement de constitution et de république. Je pense que Rick l'a très bien décrit en parlant par exemple des projets qui seront désormais évalués avec des indicateurs bien précis, avec une séparation claire de qui fait quoi et de comment ça se passe. Et je pense que si c'est déjà implanté au niveau des structures étatiques qui commandent des opérateurs économiques à agir, il n'y aurait plus des problèmes de 3 mois de facture qui seront commencés par payer après 6 mois, après 1 an. Parce que ça peut sembler drôle, mais c'est la réalité que vivent beaucoup de jeunes entrepreneurs et qui ont traîné certaines personnes dans la dépression, provoqué des fuites. Carrément, d'autres personnes sont parties contacter des prêts, ne pouvant pas les rembourser, ils ont dû prendre la pause d'escampette. Ce sont des drames familiaux et des drames humains qui sont derrière cette lourdeur administrative. Et parfois, les fonds sont parfois là. C'est juste que le traitement de la facture n'est pas bien ficelé. On vous parle parfois d'une personne qui doit être nommée, d'une personne qui est absente. Vous revenez parfois des jours là-bas et c'est assez embêtant. À la suite de ce discours-là, nous sommes quand même nombreux à espérer aussi qu'il y aura un discours sur la politique générale du nouveau gouvernement, parce que c'est ce à quoi beaucoup de gens s'attendaient. Ils ont plutôt assisté à un exercice pédagogique. Maintenant, on aimerait savoir, dans un continent changeant, dans une Afrique en marche, avec l'IA qui vient, avec tous les changements technologiques que nous avons à l'époque actuelle, comment le Togo, avec son gouvernement actuel, compte se positionner, compte naviguer dans ces eaux troubles, mais remplies d'opportunités, pour faire de notre pays un pays vraiment émergent. Alors,
je peux encore dire deux choses par rapport à ce discours-là. Quand le président dit ceci, on ne va plus gérer l'existant. Parce que vous ne pouvez plus faire les mêmes choses et s'attendre à des résultats différents. Donc, il faut que tout change désormais. La manière de gérer les affaires de l'État, il faut que ça change. Parce que si vous continuez de la même manière, nous aurons toujours les mêmes résultats et les populations seront toujours déçues. Aujourd'hui, il faut mettre les populations au centre de tout. Et donc, quand il a parlé de ces prérequis là pour les parlementaires, je crois que chacun de ces parlementaires doit savoir que désormais, quand je veux, et surtout, ça allait m'échapper justement, parce que ce qui se passe le plus souvent, c'est que nous le disions, tout le temps, mais ça ne se produit jamais, c'est que nos parlementaires n'ont pas de bureau de députés, n'ont pas de bureau de sénateurs. Il faut que cela se fasse désormais. Parce que, avant d'étudier une loi, lorsque la loi est déposée au niveau de l'Assemblée nationale ou du Sénat, il faut que chaque député, chaque sénateur la récupère pour en faire une étude au préalable. Et ça, c'est dans son bureau de député ou de sénateur que ça doit se passer. C'est pas grand-chose. Un juriste, un expert en finance et un secrétariat. Mais cela ne se passe jamais. Et d'ailleurs, vous savez, ça nous a fait un peu plus plaisir quand on avait appris avec la magistrature passée, où 2 députés ont quand même des bureaux dans leur milieu, là où ils ont été élus, et les citoyens allaient quand même là-bas pour faire les doléances. Mais je crois qu'ici, il faut aller encore plus loin. Il faut que ces députés-là, ces sénateurs, aient quand même un bureau pour l'étude des différentes lois. C'est très important. Donc, il faut quand même saluer également, pour finir quand même dans ce discours-là, où un clin d'œil a été quand même fait à la justice pour la libération des personnes ayant trop duré dans les prisons, et ceux qui ont fait des délits mineurs, etc. Mais que ça ne s'arrête pas là. Il faut que ça aille encore plus loin au nom de l'apaisement, comme le président du Conseil lui-même a parlé d'humanisme, d'humanité. Il faut que ça aille un peu plus loin pour désengorger d'abord nos prisons et aussi permettre à ceux qu'on estime être des prisonniers politiques d'être aussi élargis pour qu'il y ait quand même de l'apaisement dans le pays. Alors, Maoulou, nous sommes en Aridja. Finalement, le discours est passé, d'accord. Maintenant, qu'est-ce que vous attendez en matière d'application de ce discours, de façon concrète pour les Togolais? D'abord, ce discours peut se décliner en politique générale. Comme je l'ai dit, il serait souhaitable que dans les prochains mois, que dans les prochaines semaines, que la politique générale du gouvernement actuel soit connue. L'ancien avait une feuille de route, il n'est plus en place. Il faut qu'on sache justement quelle est la politique générale. Est-ce que nous allons vers l'industrialisation? Est-ce que nous allons vers le social? Est-ce que nous allons vers ci? Est-ce que nous allons construire beaucoup de routes et beaucoup de ponts dans les 6 années à venir? Ou est-ce que c'est plutôt les paysans qui seront notre priorité? Il faut qu'on puisse le savoir et qu'on puisse nous expliquer pourquoi ce sont les paysans et non les hôpitaux qui sont la priorité sur les prochaines années à venir. Une chose aussi est qu'on souhaiterait que lors des prochains exercices de ce genre-là, que les députés puissent poser des questions au chef de l'exécutif. Je pense que dans un régime parlementaire, le PC est responsable devant le député,
devant le peuple à travers le Parlement ou l'Assemblée nationale. Et lorsque les députés se contentent d'écouter religieusement un discours, ce n'est pas un prêche, au fait. C'est un discours qui doit susciter des questions sur des points précis. Et Mais là, ça dépend aussi qu'on soit dans une déclaration de politique générale ou qu'on fasse un discours sur l'état de la nation. Oui. Donc, lorsqu'il y aura la déclaration de politique générale, on espère que les députés pourront poser des questions, interpeller, rappeler parfois des défis oubliés au chef de l'exécutif pour que le pays puisse aller vraiment vers l'émergence. Merci beaucoup à vous tous pour vos contributions. Nous arrivons pratiquement à la fin de ce numéro de Regard Croisé. Mais avant de nous séparer, notre habituel dernier tour d'étape, ce sera pour vos mots de fin sur un sujet de votre choix. Je commence par vous, Eric Johnson. Alors, je pense que la semaine a été un peu rude pour nous. Il va falloir qu'on se décompresse un peu, qu'on décompresse totalement. Il y a un concert de Zouk Love à l'Institut français du Togo avec notre compatriote Toto Patrick. Et donc, je souhaiterais quand même qu'il soit soutenu parce que c'est un de nos artistes qui fait de la bonne sonorité. Oui, c'est le master du Zouk Love au Togo. Et donc, je pense qu'il faut aller le soutenir demain. C'est demain à l'Institut français à partir de 18h. Allez, Toto Patrick, big. Ah ouais. Merci c'est beaucoup. des codes entre anciens connaisseurs. Ah ouais. Merci Eric Johnson. Vous êtes journaliste et directeur de publication du journal L'Union. Merci d'être passé sur ce plateau. C'est moi qui vous remercie pour l'invitation. Lolo Samson Aridja, vos mots de fin. Oui, j'aimerais passer par cette tribune pour demander à la suite de beaucoup d'organisations de journalistes à travers l'Afrique, à travers le monde, la libération des 3 journalistes enfermés au Niger depuis bientôt 2 semaines, dont l'un d'entre eux avait été mon collègue personnel, mon collaborateur personnel à Niamey. Il s'agit de Youssouf Seriba, qui est le directeur de publication du média Les Échos du Niger, et de Moussa Kaka, l'ancien correspondant de RFI dans le pays. Et ils ont été arrêtés pour avoir discuté une invitation envoyée à un média sur un plateau télé, sur un plateau radio au cours d'une émission qu'on appelle le Club de la Presse. Je ne vois pas en quoi une discussion de ce genre en journaliste dans une émission de presse justement pourrait constituer un délit susceptible d'envoyer des gens dans une prison de haute sécurité où sont enfermés des terroristes et des djihadistes situés à 50 km de Niamey. Je pense que lorsqu'on veut libérer l'Afrique, ce n'est pas en barrant les journalistes. Merci. Et merci d'avoir conduit le bateau à bon port. Merci beaucoup à vous, Maoulolo Samson Aridja. Vous êtes journaliste. C'est moi qui vous remercie. Et analyste politique. Merci d'être passé sur ce plateau. Merci. Nous disons également merci à toutes les équipes techniques et rédactionnelles qui nous ont aidés à préparer et à présenter cette émission. Merci beaucoup à Clesson Pignang à la réalisation. Merci à Senyo Wampa à la diffusion, à Thomas Choyi et Stéphane Kouano à la caméra. Et surtout à vous, très chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. C'est la fin de ce numéro de Regard Croisé. C'est la fin d'un numéro de Regard Croisé de toute cette semaine. Je vous retrouve la semaine prochaine avec le même plaisir pour d'autres numéros.